bien, bonsoir à tous et bienvenue pour ce troisième rendez-vous d'Athéna 2023, qui est rendez-vous d'Athéna de printemps. C'est le cycle de conférences que nous organisons, l'association 3AED IHEDN, c'est-à-dire les auditeurs et cadres de la session nationale armement économie de défense de l'IHEDN, en partenariat avec l'AAT et le soutien de la société Alcimed. Ça fait à peu près 2 ans et demi que nous organisons ce cycle mensuel de conférences sur des thèmes qui concernent soit la géostratégie et la souveraineté, soit l'armement et la technologie, l'éthique de la défense et l'économie de défense. La plupart de nos conférences sont enregistrées et disponibles sur notre chaîne YouTube en replay. Donc, si par hasard, vous avez un regret ou vous n'avez pas eu le temps de participer, eh bien, vous avez la possibilité de découvrir nos différents travaux. Je m'appelle Valérie Berthaud, je suis depuis quelques années maintenant la présidente de cette éminente association ex-AHR pour les intimes. Et nous avons le grand bonheur aujourd'hui de traiter d'un sujet d'actualité, mais qu'on voit ressurgir régulièrement et qui a surgi récemment avec ChatGPT, qui est un peu la tarte à la crème du moment. Intelligence artificielle et défense, le grand défi. Alors, avant d'aller plus loin sur le sujet, on accueille deux intervenants extrêmement brillants sur la question. Un représentant de l'Agence Innovation de Défense, Michael Krajewski. Alors, Michael, moi, c'est toujours un plaisir de t'accueillir. Nous sommes tous les deux de la même promo de Armement Économie de Défense, à savoir la 54e, la meilleure, la transcendante. Alors, Michael, tu as un parcours un peu exceptionnel dans le paysage de l'AED, puisqu'au départ, tu es un universitaire, tu étais patron du centre de calcul Roméo, avec une spécialité dans les calculateurs haute performance, la simulation et l'IA. Tu étais évidemment, évidemment peut-être pour ceux qui ne le savent pas, à l'université de Reims-Champagne-Ardenne. En 2019, tu as été appelé à la tête du projet intelligence artificielle du ministère des Armées, logé au sein de l'AID, et tu pilotes la cellule de coordination intelligence artificielle qui s'appelle de défense, CCIAD, pour ceux qui aiment bien les acronymes. Alors, si vous voulez continuer avec les acronymes, un peu plus récemment, tu es en tant qu'expert intelligence artificielle, eh bien, tu sièges aux travaux de l'OTAN sur les Emerging and Disruptive Technology Advisory Group. Et tu présides au niveau national aussi, alors ça c'est encore un autre acronyme, le comité thématique intelligence artificielle et application transversale du calcul du GENSI. GENSI pour les intimes veut dire grand équipement national de calcul intensif, puisque c'est ce qui te caractérise en premier. Donc, Michael, un parcours brillant, très, très heureuse de t'accueillir à nouveau ce soir. Et comme on a voulu avoir un autre regard et un regard plutôt d'une brillante société, plutôt dans le domaine des ETI, et on a fait le choix de ne pas inviter un grand groupe ce soir, ça a été en tant qu'industriel, je le dis et je l'assume complètement. Et nous avons avec nous la société Preligence avec François Bourrier-Soiffer, qui est directeur général adjoint de cette société. Alors, ce que je souhaiterais dire, c'est que vous allez apporter un regard assez différent de celui de Michael, puisque vous êtes plutôt un avocat d'affaires et un homme de finance. Donc, dans vos grands succès, en fait, ils se caractérisent par des chiffres un peu vertigineux. Évidemment, vous avez été dans des cabinets d'avocats de premier plan, mais vous avez à votre actif 67 opérations de fusion-acquisition. Et si on extrait uniquement les 37 pour lesquelles on a été autorisé à divulguer les chiffres,
vous avez eh bien, totalisé à peu près la bagatelle de 45 milliards de dollars US. Voilà, dont un tiers dans le secteur financier. Et puis, comme Michael a rejoint l'AID en 2019, eh ben oui, vous, en 2019, vous avez rejoint la société Preligence. Alors, ce soir, vous allez nous parler des grands défis de l'intelligence artificielle dans la défense. Alors, c'est un sujet qu'on voit régulièrement parce que ça a de véritables promesses, meilleure efficacité dans les opérations, dans les prises de décision, automatisation d'un certain nombre de processus, mais ça pose aussi un certain nombre de questions en termes d'éthique, de confidentialité des données, de transparence, de confiance. Et donc ce soir, vous allez nous tracer le tableau de ces défis, comment les relever, comment ils sont traités en France, mais aussi à l'étranger. Alors, avant de vous passer la parole, pour ceux qui sont à distance, c'est aussi un grand plaisir de vous accueillir. Vous pourrez poser vos questions sur le fil de discussion uniquement. Et pour préserver la bande passante, je vous demande de couper vos caméras et vos micros. Il est temps maintenant de vous passer la parole. Bonne conférence à tous. Merci beaucoup. Je vais... Est-ce que vous... Non, ça a l'air de fonctionner. Merci beaucoup. Et merci pour cette biographie qui permet à chacun de comprendre que le point de vue de Preligence ce soir sera un point de vue de non-spécialiste. Non spécialiste, non ingénieur, non data scientist, qui est un terme qu'on retrouve souvent. Et donc, ça va me permettre de vous dire ce qu'est l'intelligence artificielle, peut-être non pas pour les nuls, mais pour quelqu'un qui l'a découvert beaucoup plus récemment que Michael. Ça va me permettre aussi de vous dire ce que n'est pas l'intelligence artificielle. Probablement. Vous entendez pas? À la rigueur, on le micro comme ça. C'est mieux? Ah. Pour un avocat, c'était pas... Donc, on voulait débuter avec Michael sur une forme de définition de ce qu'est l'intelligence artificielle ou ce qu'elle n'est pas. Ce qu'elle n'est pas, ça pourrait être une liste à l'infini, mais en creux, ce qu'elle n'est pas, c'est pas nouveau. J'en parlais tout à l'heure avec une thèse de Claude Roche dès les années 70. Effectivement, ça ressurgit régulièrement et on observe tous les articles qui ont pu être écrits à la suite de GPT-3 et 4 plus récemment. Ce n'est pas non plus les robots tueurs, ce qu'on essaie d'expliquer assez régulièrement, là aussi parfois à certains députés. Ce n'est pas spécialement intelligent. On y reviendra également tout à l'heure. Et puis aujourd'hui, c'est pas tant une techno qu'un domaine scientifique, une activité pour ce qui nous concerne, une activité devenue commerciale avec des cycles de développement qu'on peut retrouver dans le reste de l'industrie. Une des définitions, alors là c'est peut-être ma casquette de juriste justement, qui me semble être assez adaptée, c'est celle qu'on trouve dans les lois de renseignement de 2015 sur finalement c'est du traitement automatisé de la donnée. Ce qu'on peut retrouver aussi dans la littérature sur l'intelligence artificielle, c'est essentiellement trois choses. Des algorithmes, de la donnée, on en parlait encore hier, et de la puissance de calcul. Et si vous n'avez pas ça, ce triptyque, vous n'aurez pas ce que les uns et les autres peuvent considérer être de l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle, ce n'est pas non plus que du machine learning, ce n'est pas non plus que du deep learning. C'est les termes sur lesquels on pourra revenir, mais c'est un modèle, une série logique qui, à partir de données d'entrée qu'on a pu qualifier pour une forme d'apprentissage, va permettre, en nommant les choses et en les fournissant un certain nombre, en les fournissant à les modèles, de les améliorer pour apporter des réponses et de l'information. Et c'est là-dessus qu'on s'est concentré, nous, chez Preligence, à se demander toujours quelle est la question métier, se demander déjà si, en l'état, les experts de domaine, les opérateurs avaient l'ensemble des données à leur disposition pour répondre et faire leur métier, apporter une question à des réponses qui pouvaient leur être posées. Et c'est à partir de là qu'on refaisait la chaîne pour se dire, est-ce que
par des technologies telles que l'intelligence artificielle, on était capable d'apporter de la valeur. Je vais vous donner un exemple pour illustrer un peu des discussions qu'on peut avoir parfois avec le Minarm. On a eu une question, et c'était une question assez anecdotique et intéressante finalement, ça nous a permis d'y réfléchir, qui nous demandait est-ce qu'on serait capable de faire un algorithme pour évaluer la pertinence des vols de réassurance qui peuvent se faire sur certains, à l'époque c'était très centré BSS, et donc de se dire on fait passer des avions de chasse et voir l'effet que ça peut avoir sur la population pour rassurer. Et donc là, on a posé la question suivante, c'est aujourd'hui, comment vous évaluez la pertinence de ce vol de réassurance? Et en réalité, en l'état, il n'était pas possible d'avoir une évaluation pertinente sur ce cas d'usage, puisque de temps en temps, les gens quittaient le village simplement parce qu'il pouvait y avoir un marché dans un autre village. De temps en temps, les gens restaient là pour d'autres raisons, simplement parce qu'il pouvait y avoir des conflits aux alentours. Donc en fait, personne aujourd'hui n'était capable de le faire à la main. Et je pense que l'une des façons de décrire l'intelligence artificielle, c'est probablement d'automatiser des choses qui jusqu'ici étaient faites manuellement avec de l'intelligence métier, pour automatiser un certain nombre de tâches et faire en sorte que les opérateurs puissent se concentrer sur là où il reste encore beaucoup d'intelligence qu'on ne peut pas automatiser. Et c'est en tout cas le parti pris qu'on a pu prendre, nous, sur nos technologies. Je pense que Michael pourra développer sur quelles sont les autres formes d'intelligence artificielle ou tout ce qu'on met derrière ce terme aujourd'hui. Je peux réagir sur ce point-là en resituant, l'IA, ce n'est pas nouveau, effectivement. Si on regarde un petit peu derrière nous, la notion de neurones artificiels date de 1943. Bien même avant d'avoir un ordinateur au sens moderne, hein, puisque si on considère les travaux sur les ordinateurs, l'ENIAC 46, le Colossus anglais, à peu près la même période. Et puis, pour moi, la conférence qui fonde, enfin, où le terme d'intelligence artificielle est introduit, c'est celle de 56, conférence de Dartmouth. Et c'est intéressant de voir aujourd'hui cette conférence, puisque la conférence est une école d'été organisée par deux jeunes chercheurs brillants, notamment Minsky et McCarthy, qui proposent une conjecture. Ce n'est pas du tout quelque chose de démontré, mais pour mener une semaine de travaux et dans un français perfectible, si je devais traduire, c'est une étude sur la base d'une conjecture qui exprime que chaque aspect de l'apprentissage ou chaque forme d'intelligence peut être suffisamment bien représenté pour ensuite être simulé par une machine. Donc, vous voyez qu'on est très loin d'une définition opérationnelle. On ne dit pas que c'est possible, c'est une conjecture, et on ne précise pas du tout quels sont les mécanismes qu'on pourra mettre en œuvre pour atteindre cette simulation. Et on a bien le terme de simulation. On a aussi la notion de caractéristique de l'intelligence, feature en anglais. Donc, ce n'est pas quelque chose de global. On va s'intéresser plutôt à étudier certains aspects de l'apprentissage. Ces termes sont présents dans la définition qui est proposée en 56. Donc, vous voyez que ce n'est pas très récent. Ce qui est vrai, c'est que la donnée aujourd'hui produite, en tout cas dans le monde civil, massivement sous forme numérique, vous avez des puissances de calcul qui étaient inaccessibles pendant très longtemps, et notamment les avancées avec les cartes graphiques, hein, les GPU qui ont permis notamment ImageNet, enfin, la participation d'une équipe, encore un doctorant de Toronto, qui participe au milieu des années 2010 à un challenge très bien connu, AlexNet, qui cherche à classifier des images. Vous devez reconnaître ce qui est sur l'image, hein. C'est simple, un insecte, un papillon, ainsi de suite. Sauf que très rapidement, évidemment, ce qu'on attend de vous, c'est pas d'identifier un papillon, mais quelle variété du papillon. C'est pas de reconnaître simplement, je sais pas, un bâtiment, mais de le décrire finement. Et pour la première fois, le micro pas assez fort, voilà. Pour la première fois, une équipe de Toronto bat toutes les solutions classiques avec un algo qu'on n'avait jamais vu à cette échelle de type deep learning. Et c'est le troisième point, c'est les avancées aussi d'un point de vue algorithmique. Vous avez de la donnée massivement produite sous forme numérique, ça c'est important, parce que si vous ne l'avez pas, tous ces mécanismes d'apprentissage
vous les alimentez comment? Et il vous faut de la puissance de calcul, parce que on pourra revenir, tu as mentionné ChatGPT, Valérie, on pourra revenir sur cette dimension calcul qui est aujourd'hui hors norme, il faut bien le voir comme ça. Et puis vous avez les avancées algorithmiques. J'ai mentionné le premier neurone artificiel 43. Mais il y a quand même eu des évolutions, parce qu'on parle deep learning, réseau de neurones profonds. Il y a eu des évolutions majeures. On a introduit déjà des couches qui ne sont pas complètement connectées. Enfin, c'est très technique, mais il y a eu des avancées algorithmiques majeures, des fonctions non linéaires qui permettent d'obtenir des résultats nouveaux. Et c'est vraiment la conjonction de ces trois facteurs qui, aujourd'hui, nous ont amenés sur ces évolutions assez fortes. Je rends la main. Ouais, je pense que ça pourra faire l'objet de pas mal de questions, puisqu'il y a la puissance de calcul, il y a la donnée elle-même, puisque, en tout cas, selon les méthodes de deep learning qu'on utilise chez Préligence, il faut de la donnée qualifiée pour de l'apprentissage, donc de la donnée annotée. Ça pose la question de sa disponibilité, mais de son annotation, bien évidemment, puisqu'aujourd'hui, selon l'état de l'art et des technologies qu'on utilise, un apprentissage totalement non supervisé ne nous permettrait pas de faire du deep learning tel qu'on le fait si on l'alimentait uniquement avec des données brutes. Et ça, c'est un des vrais sujets aujourd'hui que connaît le ministère. Et puis effectivement, des modèles qu'on va trouver parfois en open source, qu'on va remanier, qu'on va élaborer là aussi avec des équipes recherche, et ça, tous les industriels, hein, les petits comme les grands, fonctionnent de la même façon. Et cette capacité à réentraîner énormément pour jouer sur les paramètres, les points de fonctionnement et arriver à obtenir le détecteur, l'algorithme avec la meilleure performance. Je ne sais pas si on veut rentrer plus dans le détail de ce qu'est l'intelligence artificielle. C'est déjà bien. Je pense que ça donne quelques idées. Puis n'hésitez pas, vous pouvez nous interrompre et nous poser des questions tout de suite. On n'est pas obligé de dérouler comme ça. Donc, si vous souhaitez poser une question, vous levez la main. Et puis à distance, je pense que vous suivez les demandes en ligne. Sinon, je voudrais revenir un petit peu effectivement sur la vision qu'on peut avoir du côté ministère des Armées. Donc Valérie, tu l'as rappelé, je travaille à l'Agence d'innovation défense. C'est intéressant, je pense que le sujet intelligence artificielle soit porté pour le ministère au sein de l'agence. Un petit mot sur l'agence, quand même, c'est un service à compétence nationale qui est rattaché au délégué général pour l'armement. Donc, on est logé au sein de la DGA, on est environ 130. On n'est pas une grosse entité, avec des profils très variés. J'en suis un exemple, effectivement. On peut se dire, qu'est-ce qu'un prof d'université fait au ministère des Armées? Mais il y a aussi des ingénieurs, des chercheurs et bien sûr des officiers. On a 3 missions. Orienter et piloter l'innovation de défense et l'ensemble des mécanismes de soutien qui y sont associés, détecter et expérimenter l'innovation qui vient de l'écosystème civil. Et là, c'est très important pour nous, puisque sur une thématique comme l'IA, aujourd'hui, c'est le civil qui est moteur, plus que le monde de la défense. Donc, ces liens sont vraiment importants. Et puis, accélérer et déployer finalement ces innovations au profit des utilisateurs et des opérationnels. Et je pense que l'IA s'inscrit bien dans cette émission, dans ces missions de l'agence. 4 types de projets qu'on soutient, hein, classiquement, les projets de recherche. Et dans le domaine de l'IA, ça reste des sujets extrêmement importants, dans tous les domaines, bien sûr, mais on voit que les avancées qui sont faites en recherche se retrouvent très vite aujourd'hui dans des produits. On pourra reprendre l'exemple de ChatGPT. Si on regarde en combien de temps ces technologies ont été développées, c'est extrêmement court. On parle d'un cycle de 5 ans à peu près, pour arriver à un produit TRL 9, là, assez performant. Des projets d'accélération de l'innovation, c'est tout ce qu'on peut faire en termes de soutien aux PME, aux startups. Des projets d'innovation participative, c'est également que des personnels du ministère, qu'ils soient militaires ou civils, puissent proposer des développements en interne du ministère et de voir comment on peut les accompagner. Et puis, les projets de technologie de défense, qui sont les projets d'innovation dites planifiées, c'est-à-dire pour préparer les technologies dont on aura besoin pour les grands systèmes de défense à venir. Et l'IA s'intègre vraiment dans ces différentes dimensions. Je reviendrai un petit peu sur l'histoire. On va fêter les 5 ans du rapport Villani dans quelques semaines. Donc, le ministère des Armées a contribué aux travaux de la commission Villani. Et d'ailleurs, c'était un des piliers qui était identifié en termes de domaine d'application prioritaire de cette
de cette stratégie nationale. Donc, annoncé en 2018, le ministère des Armées travaille également sa copie. Et il y a un discours de fondateur sur l'IA au ministère prononcé par Florence Parly en avril 2019, où elle trace les grandes lignes de la stratégie. Je reviendrai dessus. Et elle a confirmé cette trajectoire en 2021 sur la base de Cray, d'ailleurs, où on avait fait une journée 2 ans après l'annonce de la stratégie. Donc, on l'a dit, l'IA, ce n'est pas seulement une technologie comme le deep learning, c'est différentes formes d'apprentissage. Ça couvre aussi les aspects recherche opérationnelle, qu'on est nombreux à connaître. Moi, j'ai fait beaucoup de recherche opérationnelle, très peu d'apprentissage au sens deep learning, finalement. C'est aussi des systèmes multi-agents, c'est toutes les approches basées sur la logique qu'on va regarder. Donc, il y a plein de choses là-dedans. Et tout ça nous intéresse. Pour resituer sur ce qu'on peut attendre ou pas de l'intelligence artificielle, une façon simple de l'aborder, le micro est trop bas, vraiment trop bas. Une façon simple de l'aborder, c'est de se poser la question suivante. Vous observez une situation, vous pouvez le prendre dans le contexte militaire, on va faire un parallèle, je vais le prendre dans le contexte médical. Vous devez passer un examen de l'imagerie parce que on suspecte, vous avez des problèmes de santé, on ne sait pas trop pourquoi. Donc, on voudrait essayer de comprendre ce qui peut se passer. Et la première question qu'on va se poser, c'est est-ce qu'on peut observer la présence d'un objet particulier? En l'occurrence, souvent, on cherche une tumeur. L'imagerie médicale, c'est rarement sympa. C'est très bien quand on fait des études. Quand on va suivre un traitement, c'est moins évident. La première question, donc, c'est est-ce que dans cette imagerie, prenez un scanner, une IRM, est-ce que je peux détecter une masse un peu particulière? Ça, c'est une fonction que j'appellerais de détection. Généralement, la réponse est binaire, c'est oui ou c'est non. On observe quelque chose de particulier ou on n'observe pas. C'est un premier niveau de réponse. Le deuxième niveau, ce sera la classification. C'est de se poser finalement la question de dire, bon, ok, j'observe une masse, est-ce que je peux considérer que c'est une tumeur? Et si vous êtes médecin, vous allez aller beaucoup plus loin que cette classification. Puis, bon, bah ok, on observe une tumeur, on va se poser la question dans un contexte militaire, on dirait l'intensité de la menace. Les médecins vont parler du stade de développement de la tumeur. Stade 1, 2, 3, 4. C'est ce que j'appellerais la segmentation. C'est fusionnement mesurer l'intensité du phénomène. Et je pourrais le refaire dans un contexte de préligence très, très simplement. Ensuite, la prédiction, quatrième type de question. Et vous voyez que plus j'avance, plus ces questions sont difficiles. Vous ne pouvez pas y répondre aussi simplement que sur une réponse binaire, type oui, non. La prédiction, c'est en fonction de la situation que je peux observer, comment pourrait évoluer cette situation? Donc, ça, c'est une question qui est très importante dans le contexte médical, bien sûr. C'est une autre façon de dire, c'est est-ce que je dois intervenir et si oui, comment pour atteindre mon objectif. Donc, souvent, votre médecin cherche à vous soigner. C'est assez souvent ce qu'il va chercher à faire. Donc, il arrive à un dernier stade qui est la recommandation. Finalement, la recommandation, c'est de dire, sur la base de tout ce que je peux observer, sur les prédictions que je peux en tirer, comment je devrais réagir. Donc, le médecin, ça sera souvent le traitement, les choix thérapeutiques qu'il va vous proposer. D'ailleurs, vous noterez que là aussi, il y a une question d'éthique qui se pose très, très vite. C'est qu'il va vous présenter différents scénarios et il va choisir avec vous, pas à votre place. Et le médecin ne va pas seulement s'appuyer sur ce qu'il a pu observer sur cette imagerie pour prendre une décision. C'est quelque chose de beaucoup plus complexe que simplement faire un traitement automatique d'une information. Dans le contexte de prédigence, mais tu le ferais beaucoup mieux que moi, mais on prend une image vue du haut, satellite ou aérienne, peu importe, et on observe un aéroport. Premier type de question que vous pouvez vous poser, c'est est-ce que je peux détecter des avions? Généralement, c'est ce que vous allez chercher à voir. La réponse, là aussi, binaire, oui, non. C'est un premier niveau de réponse. Ensuite, vous pouvez vous poser la question de la classification, comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Quel type d'avion je peux observer? Des avions civils, des avions militaires, ou aller plus loin,
parce que j'observe des avions de chasse, des avions de transport, du fret dans le monde civil. Où vraiment raffiner cette question. La segmentation, j'ai parlé tout à l'heure de segmentation, l'intensité du phénomène observé. Est-ce que je vois un avion de chasse, une escadrille, une armée complète? Ça change un petit peu la situation aussi. La prédiction. Sur la base de ce que j'observe, est-ce que je peux prédire ce qui va se passer? Il y a des informations qui ne sont pas forcément contenues dans ce que je vous ai décrit. Je ne peux pas préciser si cet aéroport était civil ou militaire, parce que finalement, à Orly, observer des avions civils, ça me paraît assez normal comme situation. Par contre, dans d'autres contextes, sur un aéroport civil, si vous voyez arriver une escadrille d'avions de chasse, ben, peut-être que ça doit vous interpeller. Peut-être que vous pouvez vous dire que là, il se prépare quelque chose qui n'est pas quelque chose d'habituel. On reviendra à cette question de finalement comment je peux détecter un comportement et le classifier. Et puis, il y a la recommandation, c'est qu'est-ce que je devrais faire? Alors, ça pose là aussi des questions d'éthique. C'est est-ce que je fais confiance à la machine, elle se débrouille et elle prend une décision? La réponse est pour le ministère des Armées, évidemment non. D'ailleurs, Florence Parly l'avait rappelé, et elle avait mis en place un comité d'éthique dès 2019. Et ce comité d'éthique avait une mission bien plus large que s'interroger sur l'IA, mais c'est toute la question des systèmes et des évolutions de ces systèmes liés aux technologies. Ce comité d'éthique, d'ailleurs, a produit plusieurs rapports, un sur les systèmes armés létaux autonomes, les robots tueurs que tu as mentionné tout à l'heure, où la position de la France est extrêmement claire, pas question de développer ce genre de technologie. Et pour autant, on ne renoncera pas à développer de l'IA au sein du ministère des Armées, parce que l'intelligence artificielle peut contribuer, doit contribuer à la supériorité opérationnelle de nos forces. C'est encadré, c'est-à-dire que parler d'IA de confiance, évidemment, on suit les travaux qui sont portés par la communauté civile, mais la DGA est aussi autorité technique, donc elle s'est emparée de cette question. Il y a un guide méthodologique qui a été mis en place sur comment aller spécifier un système qui va intégrer de l'IA et ensuite comment le qualifier. Ces travaux, on les partage assez largement avec les partenaires du ministère, aussi bien nos partenaires industriels qu'académiques. Et ça, c'est un point qui me paraît extrêmement important. La confiance, c'est aussi expliquer ce qu'on fait et de préciser comment on le fait. Donc, c'est un enjeu aussi technique de maîtriser nos systèmes dans leur développement. Et donc, pour assurer cette maîtrise technologique, on travaille avec tout l'écosystème civil. Donc, on a des accords de partenariat avec le CEA, avec l'INRIA, avec le CNRS, pour des sujets extrêmement variés. En ce moment, avec le CEA, on leur demande de retravailler une partie de notre guide de spécification et de qualification. On regarde comment le grand défi national qui avait été porté sur l'IA de confiance peut nous apporter des briques technologiques qu'on pourrait mettre en œuvre sur les systèmes de défense. Donc, il y a des vrais enjeux autour de ces questions. Effectivement, je pense qu'on a bien enlevé ce qui relève du fantasme de ce qu'on peut faire. Ensuite, on a mentionné l'IA dans le contexte de la défense. Je vous ai dit quel type de questions on peut envisager. Il faut encore définir des domaines d'application. Et c'était ce qui a été publié en septembre 2019 dans un rapport qui est public et qui rappelle que on a 7 grands domaines d'action prioritaires que je vais essayer de résumer en quelques mots. L'aide à la décision et le commandement. Évidemment, ces systèmes peuvent apporter de l'aide dans la prise de décision. Le système ne doit pas prendre la décision à la place du chef, et ça c'est un point qui est important, mais il peut lui apporter de l'information de haut niveau à partir de sources d'informations assez variées. Le combat collaboratif, c'est vrai en ce moment pour les programmes autour de l'armée de terre, où il y a une vraie réflexion sur le combat collaboratif, sur à la fois la détection d'un départ de coup de feu avec différents capteurs répartis, mais c'est aussi la possibilité de tirer au-delà de la vue. C'est des travaux qui sont en cours dans ce domaine-là. Vous pouvez l'avoir dans le naval aussi, avec la veille coopérative navale, ce qui ne sont pas des sujets triviaux. Synchroniser des traces sur des radars de différentes frégates, pour être sûr que c'est vraiment le même objet qu'on observe, c'est pas si simple que ça.
C'est aussi des applications dans le domaine du cyber, évidemment, à la fois pour anticiper des menaces sur nos systèmes, pouvoir les détecter, et des problèmes liés à la lutte informatique défensive, le renseignement, bien évidemment. L'exemple que j'ai pris, c'est un exemple qu'on pourrait qualifier du renseignement. Des problématiques d'entraînement pour nos armées, et puis des axes autour de la robotique et enfin l'administration et la santé, qu'on a tendance à oublier, mais dans le contexte de la défense, on est un ministère comme les autres, avec une administration, et nous aussi, on peut faire des gains de performance dans notre soutien par le recours à l'IA. Il y a quelques années, le SGA avait fait une petite étude sur les consommations électriques de nos bâtiments et s'est servi des résultats de cette étude pour renégocier ses contrats. Et on a fait des économies substantielles, pour le coup. Le SGA, pour des travaux internes qui ont duré quelques mois, a vraiment tiré parti de ces études. Pour la santé aussi, la santé du combattant, évidemment. On avait fait des travaux dans le cadre du Covid qui ont été portés avec le service de santé des armées, qui a donné un projet qui s'appelle Wekitco, qui visait à fournir une analyse plutôt de type DataVis de l'ensemble des documentations scientifiques qui étaient publiées dans le cadre de la crise Covid. Et c'était de permettre aux médecins d'identifier très vite les nouveaux papiers qui étaient pertinents. Et donc de leur fournir des outils, parce qu'il y avait évidemment beaucoup de production à ce moment-là, pour qu'ils puissent aller chercher les travaux clés sur un temps extrêmement court. Ce projet, qui a été développé dans le cadre de la crise Covid, qui permet de faire la constitution de notes bibliographiques, a été déployé aujourd'hui en interministériel avec le soutien du ministère de la Recherche. Donc, c'est des travaux qui ont démarré au SGA à la demande du service de santé des armées, qui était en première ligne pendant cette crise, et qui aujourd'hui est un outil qui est déployé par le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche. Donc, vous voyez des applications assez variées pour le domaine militaire. J'ai parlé des partenariats qu'on faisait. Tu as mentionné le GENSI, peut-être que je peux dire un mot sur le GENSI quand même. GENSI, c'est un acronyme comme ça qui peut faire peur. Grand équipement national de calcul intensif, ça ne parle pas à grand monde, on est d'accord. La recherche française, depuis 2007, a mis en place des centres de calcul à vocation nationale. Il y a 3 grands centres de calcul. Un qui est dédié au CNRS, qui s'appelle l'IDRIS, qui est sur le plateau de Saclay. Et celui-là est un petit peu particulier, j'y reviendrai après, parce que c'est lui qui a accueilli le supercalculateur Jean Zay de la stratégie nationale IA suite au rapport Villani. Donc, il y a un supercalculateur qui est dédié aux travaux en intelligence artificielle. Un deuxième centre de calcul, qui est celui du CINES, qui est dédié à l'enseignement supérieur. Le nom, c'est Centre informatique national de l'enseignement supérieur, qui est à Montpellier. Et le dernier est à Bruyères-le-Châtel, c'est le TGCC, très grand centre de calcul, vous voyez, plein d'acronymes, qui est le centre de calcul qui est porté par le CEA, notamment, plutôt tourné vers les grands industriels, voilà, des recherches appliquées. 3 grands centres de calcul, des missions assez complémentaires, soutien de la recherche du CNRS pour l'un, l'enseignement supérieur, donc les universités au sens large pour Montpellier, et la recherche technologique du côté du CEA. Et en 2018, avec la publication du rapport Villani, le président de la République estime qu'il nous manque un supercalculateur dédié à l'intelligence artificielle. Et c'est comme ça que naît le projet Jean Zay, donc le supercalculateur Jean Zay, dont vous avez bénéficié, comme beaucoup de startups ou de laboratoires. Et c'est un vrai enjeu aujourd'hui d'avoir ces supercalculateurs sur le territoire national pour permettre le développement de ces technologies. Je pense que c'est un point qui est vraiment important. Ces ressources, elles sont accessibles pour la recherche et pour le développement gratuitement. La contrepartie, c'est que vous publiez vos résultats. Et c'est comme ça que, mais peut-être que vous pouvez en dire quelques mots du côté de Préligence, mais ça a été un des outils que vous avez utilisé pour réaliser une partie des premiers entraînements.
Je te redonne. Effectivement, on a utilisé assez vite les équipes de recherche, le calculateur Jean Zay. Et on l'a fait dans des projets ATRL assez bas pour progresser davantage sur la partie entraînement qui est très très consommatrice de calcul et pour laquelle en réalité, sauf à avoir ce type d'alternative souveraine, on se retrouve très régulièrement à devoir entraîner sur des infrastructures. Alors très classiquement dans d'autres domaines, on va retrouver du AWS ou des équivalents. On peut essayer de le faire sur du OVH, ce qu'on le fait de temps en temps, mais on le voit bien qu'on arrive à des limitations sur des données non pas classifiées, mais des données qui sont sensibles ou des choses qu'on voudrait garder pour nous, ne serait-ce que d'un point de vue savoir-faire industriel. Et donc c'est là où ce type de calculateur est particulièrement pertinent pour des sociétés comme la nôtre. Et effectivement, on n'est pas les seuls. Et on remercie ce type d'initiative. Et on verra effectivement ce qui pourra être fait. Ce qui est intéressant sur la partie infrastructure et puissance de calcul, ça permet de faire le lien, je le citais dans le triptyque sur l'intelligence artificielle, c'est aussi l'une des grandes difficultés que l'on peut avoir quand on fait de l'IA de défense, pour deux raisons. La première, c'est que quand on va déployer nos solutions d'intelligence artificielle, on arrive dans des environnements, en tout cas c'est le cas pour ce qui nous concerne, mais je sais que nous ne sommes pas les seuls, dans des environnements non connectés à Internet, et donc dit on-premise. Donc dans ces environnements-là, vous n'allez pas pouvoir requêter à la fois du stockage de manière massive, mais de la puissance de calcul, et donc vous êtes très limité par le hardware, par les infrastructures, par la puissance de calcul disponible. Et donc dans ces conditions-là, il est très important là aussi de travailler en confiance pour pouvoir dimensionner correctement, et certains grands projets au Minarm permettent de le faire, pour pouvoir dimensionner des infrastructures aptes à accueillir à terme des solutions d'intelligence artificielle qui sont amenées à brasser des grands nombres de données. Là, non pas pour du calcul d'entraînement, alors ça peut aussi être le cas pour des algorithmes développés en interne Minarm, mais aussi pour le processing de solutions déployées qui, là aussi, vont quand même devoir utiliser de la puissance de calcul de manière relativement significative. Ça, c'est l'un des grands enseignements aussi des activités chez nous. C'est à la fois pour nos besoins propres d'entraînement, comme ce que l'on peut voir quand on déploie nos solutions en France ou à l'étranger d'ailleurs. C'est le hardware est très dimensionnant. Et quand on a un peu discuté avant le début de cette conférence, on parlait de technologies ou de projets autres, notamment celui du CEA, sur ces aspects-là. Ce serait intéressant aussi d'avoir, on parlait d'écosystème tout à l'heure, un écosystème qui irait du hardware le plus dur, des fameuses cartes graphiques, là où aujourd'hui, on peine à trouver autre chose que des solutions très américaines, telles que NVIDIA, hein, qui sont aussi ce qu'on peut retrouver dans les différents ministères, et de passer par à la fois le stockage, la puissance de calcul, les processeurs, pour pouvoir avoir une chaîne totalement contrôlée. Oui, on peut parler rapidement d'Artemis, qui répond en partie à ce besoin. Donc Artemis, c'est un projet porté par la DGA depuis quelques années, qui a été un partenariat d'innovation, qui aujourd'hui est un programme, qui visait à définir trois éléments. Le premier, c'est une infrastructure de référence, donc justement une architecture on-premise qu'on peut déployer pour nos propres besoins sur les réseaux du ministère. Ensuite, il y a un kit de développement logiciel, un bon middleware en français, qui reprend les principaux outils open source nécessaires aujourd'hui pour faire des traitements d'IA modernes. Alors, il y a quand même cette volonté de dire on ne peut pas soutenir tous les bouts de code open source qui sont publiés à gauche, à droite, et il faut un cadre de cohérence technique. On peut se permettre d'essayer beaucoup de choses, mais par contre, dans la durée, il faut être capable de garantir des développements sur des environnements logiciels qu'on pourra suivre dans la durée. Et donc, il y a eu un gros travail de portée sur le KDL qui se poursuit encore, qui est principalement basé sur des outils open source, mais qu'on va suivre dans la durée. Et puis, le troisième niveau, c'est les applications. Et donc, je vous ai dit, c'était un partenariat d'innovation parce que le ministère
a décidé de dire, je ne sais pas encore très bien spécifier mon besoin en termes de puissance de calcul, ni en termes de développement logiciel, mais par contre, j'ai un certain nombre de cas d'usage que je voudrais pouvoir tester, et donc ces développements puissent m'aider à construire à la fois mon infrastructure de référence et mon kit de développement logiciel. Il y avait 6 cas d'usage. La priorité pour l'industrialisation, c'est le renseignement qui a été retenu. Et pour autant, on n'a pas oublié les autres. C'est-à-dire que le KDL va être stabilisé, et une fois qu'il sera dans un état vraiment stable, dans le courant 2023, fin 2023, on va le distribuer à l'ensemble de nos partenaires. Parce que pour nous, c'est important de pouvoir, et je vous l'ai dit tout à l'heure, accélérer l'innovation. Ça veut dire pouvoir capter cette innovation du monde civil, et donc tous les acteurs, qui soient internes ou externes du ministère des Armées, qui voudront développer des solutions IA compatibles d'Artemis, le pourront, parce qu'on mettra à disposition le KDL, et le partenaire industriel, ATA, pas Athéna, mais la JV ATA, prévoit également des cycles de formation pour la prise en main de ce KDL, et on pourra le faire aussi bien en interne du ministère, pour les OPS aussi, qu'en externe pour nos partenaires. Et on a déjà commencé des expérimentations en externe. J'ai parlé tout à l'heure qu'on avait des accords avec l'INRIA. L'INRIA, en ce moment, teste pour nous une version non stabilisée du KDL sur des problématiques de traitement d'image, pour nous dire si leurs algos à l'état de l'art, ils sont capables de les mettre en œuvre sur le KDL simplement, et qu'ils nous fassent un premier retour d'expérience sur la viabilité de ce kit de développement logiciel. Qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme frein, qu'est-ce qu'ils ont apprécié ou pas. Donc, c'est des travaux qui sont en cours. La donnée, on l'a évoqué à plusieurs reprises, là aussi, on a essayé de raisonner différemment sur la problématique de la donnée. Déjà, les armées sont en train de s'organiser pour capter de la donnée opérationnelle et la stocker de façon plus organisée, de telle sorte qu'on puisse ensuite travailler sur cette donnée. Parce qu'on a dit que la donnée sous forme numérique a été produite massivement dans le monde civil, dans le monde des armées certainement, mais elle s'évapore souvent. Et nos capteurs ne sont pas forcément ceux du civil. On a évidemment des capteurs en commun, des caméras, on en a aussi. Mais même si vous prenez le contexte du véhicule autonome et que vous posez la question, est-ce que je peux juste repeindre en kaki un véhicule civil et autonome qui a le niveau d'autonomie dont j'ai besoin et m'en servir dans un contexte défense? Probablement que la réponse sera non. Parce que si je reprends juste l'exemple du visible, donc d'une caméra, dans le monde civil, ce véhicule va probablement circuler dans un environnement qui est complètement structuré. Donc, il y a des belles routes, c'est facile à détecter, c'est noir généralement, il y a des bandes blanches ou jaunes suivant le pays. Vous avez aux intersections des feux, vous avez des amers qui sont extrêmement visibles, des immeubles, ainsi de suite. Et ce que vous regardez, c'est vous assurer que vous n'allez pas écraser le piéton qui voudrait traverser, ou l'enfant qui va échapper à ses parents et qui va suivre son ballon. Dans un contexte défense, ce n'est pas forcément la même chose. Vous n'êtes pas forcément dans un environnement extrêmement structuré. Il peut être déstructuré du fait du conflit. C'est-à-dire que là où vous aviez des belles routes et des immeubles, il n'y en a plus forcément. Et puis, vous pouvez retrouver dans des environnements plus nature, au milieu du désert, vous trouverez moins la route pour vous guider directement. Donc, même sur des capteurs qui existent aussi bien dans le civil que dans le monde de la défense, on ne va pas regarder les mêmes objets. Et donc, forcément, les traitements qu'on va faire, même s'ils peuvent avoir des bases communes, ils seront quand même spécialisés pour nos problématiques. Puis, on en a plein d'autres qui intéressent beaucoup moins le civil. Le radar ou le sonar, c'est pas des objets qui sont très utilisés dans le civil. Le sonar, un petit peu, pour les poissons, les baleines, ainsi de suite. Nous aussi, ça nous intéresse. Ce n'est pas les mêmes genres de poissons qu'on regarde, mais c'est intéressant. Donc, on peut s'appuyer sur des développements civils, mais on ne peut pas uniquement compter sur le civil pour le faire. Donc, on est obligé d'être différenciant là-dessus, dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que dans les partenariats que je vous ai présentés que j'ai évoqués avec les grands organismes, ce qu'on essaie de faire, c'est de les orienter sur des thématiques qu'ils n'iraient pas traiter naturellement, parce que ce n'est pas une problématique qu'ils croisent couramment ou parce qu'ils n'auraient pas les données pour le faire. Et donc, on a mis en place des dispositifs un peu particuliers. On a commencé l'année dernière avec un appel à manifestation d'intérêt sur de la donnée opérationnelle. On l'a fait pour des images de drones avec l'armée de l'air. Et
on a publié cet appel à manifestation d'intérêt en disant, voilà, on a un certain nombre d'heures de vol de drones. Et ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir suivre des objets dans ces heures de vol qui seraient intéressés pour travailler avec nous sur ces questions-là. Donc, on fournit des sources de données, on fournit de l'expertise. C'est super important. Parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est bien de vous confier des flux vidéo, mais si on ne vous dit pas ce qu'on cherche dans ces flux vidéo, bon, bah, vous chercherez par vous-même des trucs, mais ce n'est pas forcément ce dont on a besoin. Donc, l'armée de l'air a mis aussi de l'expertise en place pour accompagner ceux qui pouvaient s'intéresser à ces données. Et Prédigence, mais je te laisserai en parler, a bénéficié de ce dispositif d'AMI sur les flux vidéo drones. Et on va renouveler ce genre d'expérience. On prépare un nouvel appel cette année, plutôt qui sera dans le domaine terrestre a priori, mais on est en train de le construire. Et puis, je vous ai dit, les armées stockent de la donnée. Je vais prendre un dernier exemple, j'ai évoqué l'armée de l'air, un peu l'armée de terre, la marine. Centre de service de la donnée marine à Toulon, qui stocke aujourd'hui de la donnée opérationnelle et qui se positionne en tiers de confiance pour à la fois nos partenaires et en interne du ministère aussi pour pouvoir expérimenter des traitements avec les experts internes, qu'ils soient à la DGA ou dans les armées. Donc voilà un panoplie de réponses aujourd'hui qu'on met en place à l'AID et à la DGA pour s'ouvrir à l'innovation civile et orienter les développements qui peuvent être faits dans un contexte opérationnel. Pour revenir sur cette mise à disposition de données, plus vu de notre fenêtre, ce qu'on a pu observer comme bouleversement que ça crée côté force et côté DGA, c'est jusqu'ici, et on le comprend assez bien, pour des raisons de stockage notamment, la donnée conservée était de la donnée pertinente au regard du besoin opérationnel. On parlait de données d'acoustique sous-marine, par exemple, vous n'allez pas garder les heures où il ne se passe absolument rien, où vous allez simplement entendre des cétacés. C'est le cas, si je reprends l'exemple qui parlera moins sur l'imagerie médicale, pour pouvoir faire un apprentissage, le développement d'un algorithme pour détecter des masses, l'être humain, il va falloir aussi montrer beaucoup d'imagerie. Où tout va bien. Où tout va bien. Et ça, on le comprend bien, c'est pas du tout la manière dont ça fonctionnait au sein du ministère. Donc il y a le rangement logique pour essayer de retrouver facilement de la donnée et savoir en fait quasiment de la donnée pré-annotée, c'est-à-dire on sait qu'en fournissant tel type de données, on aura les bons observables dessus, et j'y reviendrai, ça c'est important sur le lien de confiance, mais c'est aussi la capacité du ministère, et ça interroge aussi sur les infrastructures, à conserver énormément de la donnée qui parfois n'a aucun intérêt opérationnel. Elle a de l'intérêt pour des développements futurs en intelligence artificielle, mais elle n'a aucun intérêt opérationnel. Et ça a un coût, et ça a un coût significatif pour le ministère, et donc c'est une logique d'investissement que de se dire on est prêt à le faire pour demain avoir des algorithmes plus pertinents. Ensuite se pose la question de la classification de la donnée. La vraie donnée opérationnelle, celle issue de certains capteurs patrimoniaux, souverains, c'est pas de la donnée commerciale, c'est pas de la donnée source ouverte, et elle peut avoir un statut de classification au sens protection du secret de la défense nationale, qui oblige à avoir des infrastructures coûteuses. Coûteuses à la fois évidemment financièrement, mais même à mettre en place en termes de moyens humains et de temps pour comprendre les différentes réglementations qui sont mouvantes. Hein. Je pense à l'IGE 1300 qui a été totalement repensé, alors ça devait être en 2021, pas nécessairement d'ailleurs avec des logiques d'IA et d'infrastructure, et c'est là où on change un certain nombre de choses par rapport à des entrées étatiques assez classiques. En tout cas, ça aussi, c'est pas nouveau, ça existe depuis longtemps, de pouvoir mettre à disposition d'industriels des informations et supports classifiés, des ISC. Souvent, c'était de la donnée pour pouvoir en faire quelque chose, mais pas développer quelque chose à partir de ça. Et ça a été assez nouveau aussi sur l'intelligence artificielle, et ça pose aussi des questions de contrepartie, de propriété intellectuelle, de soutien export, et ce type de sujet. Soutien export, c'est aussi l'occasion de parler du classement, parce que là aussi, ce sont des sujets assez neufs, et ça permettra peut-être de faire une ouverture sur ce qu'on peut observer à l'international. C'est dès lors que vous avez entraîné des algorithmes à partir de données qui ont un niveau de classification important, quel est le statut de cet algorithme? Est-ce qu'il est matériel de guerre? Est-ce qu'il s'agit d'un bien à double usage? Et donc, toutes ces questions-là se posent, et elles doivent être pensées dans un contexte global où, aujourd'hui, l'intelligence artificielle
est un secteur extrêmement compétitif, avec des puissances telles que les États-Unis et la Chine qui investissent massivement sur ces technologies et qui n'ont pas toujours ces réglementations, une application de la réglementation similaire. Alors la Chine, bien évidemment, on en parle souvent sous des angles de protection des données personnelles et autres, où il n'existe aucun frein pour faire un certain nombre de choses. Ça nous concerne moins, mais pour les sociétés développant des solutions d'intelligence artificielle, dans ce qu'on appelle l'OSINT, l'Open Source Intelligence, ça peut être une difficulté pour aller aussi loin que ce que peut faire ce type de pays. Aux États-Unis, ce que l'on voit, c'est, et c'est le cas avec des réglementations que les ingénieurs de l'armement connaissent bien sur tout ce qui est contrôle export et ITAR, c'est des réglementations qui parfois vont entraver une concurrence européenne, là où, de leur côté, la question ne se posera pas de la même manière. Ce que l'on voit, nous, aujourd'hui, et ce qui nous semble être une chance pour une entreprise française, c'est qu'il y a une vraie prise de conscience. Effectivement, elle n'est pas de 2023, à minima depuis 2027, sur l'importance de l'intelligence artificielle pour le secteur de la défense. Ce que l'on voit aussi, c'est une vraie volonté de partager dans un cadre de confiance, mais de partager le cas d'usage. Ça, c'est extrêmement important. Nous, on a découvert chez Préligence le milieu de la défense et du renseignement avec un défi DRM organisé par Intelligence Campus. Alors, ça date un petit peu, c'était en 2018, mais au tout début, juste pour vous donner un ordre d'idée, c'était on ne peut pas vous dire ce que l'on regarde, on ne peut pas vous montrer sur quoi on regarde, et on ne peut pas vous dire ce que l'on souhaite faire avec ça. Et ça développait des algorithmes d'intelligence artificielle avec ces données d'entrée, c'était pas évident. Donc, il a fallu construire ça, avoir de vrais retours utilisateurs. On en parlait dans le domaine terrestre, dans le domaine maritime, dans le renseignement. Si vous ne comprenez pas ce qu'on appelle généralement le cas d'usage, mais plus la question métier, vous allez développer quelque chose totalement à côté de la plaque. Et c'est là aussi où ça demande de la ressource côté ministère des Armées. Je parlais tout à l'heure de l'investissement, des coûts d'infrastructure pour le stockage, mais ça demande aussi beaucoup de ressources humaines que de mettre face à ces industriels du civil des experts de domaine, des opérateurs qui vont expliquer ce qu'est leur métier, comment ils le font et autres. Et ça, c'est un peu la contraposée, c'est un des inconvénients du cycle agile. C'est on ne débute pas par des spécifications et on verra les opérationnels quelques années plus tard. Si on essaie de développer par itération sur des cycles courts, il y a un investissement très significatif de la part des utilisateurs. Et ça, c'est une découverte pour nous, qui parfois est un frein dans les différents développements et qui est difficile à pallier, puisque ce sont des gens qui, puisqu'ils sont utilisateurs, opérateurs, en tout cas nous on le voit assez régulièrement, ils ont un métier à côté. Ils ne sont pas là simplement pour aider à faire des vérités terrain, comme on l'appelle en intelligence artificielle, ou à contribuer à ce que des industriels puissent mieux comprendre leur métier. Ils ont un métier, une chaîne hiérarchique, des questions qui leur sont posées, des réponses qu'ils doivent apporter dans des délais parfois très courts. Et c'est vraiment cette notion d'investissement sur laquelle je tiens à insister, parce que on aura du mal à rivaliser avec des budgets à l'américaine. C'est-à-dire, même si les ordres de grandeur sont toujours très significatifs aux États-Unis, je regardais récemment le rapport entre l'investissement dans le capacitaire France-États-Unis, c'est de 1 à 15, sur l'IA, c'est de 1 à 50, donc il y a probablement des choses à améliorer, mais on ne pourra pas rivaliser sur un plan budgétaire et financier. C'est une des raisons pour lesquelles on cherche à se développer pour aller trouver des relais de croissance là-bas, mais c'est pas ça qui font les atouts, me semble-t-il, de l'équipe France. Les atouts, c'est, encore une fois, vu de notre fenêtre, c'est la qualité des ingénieurs. Et c'était intéressant, parce qu'on parlait de ChatGPT tout à l'heure. Je crois que le modèle, le LLM concurrent sorti par Meta, donc il y a 10 ou 15 jours, donc Meta, le nom corporate de Facebook, du groupe Facebook, il y a 14 signataires dans la publication, il y a 12 ingénieurs français. C'est quand même assez... c'est un crève-cœur de temps en temps, parce qu'ils ne sont pas tous situés sur le territoire. Et on sent que les Français sont
particulièrement bon, en tout cas les ingénieurs français ont une vraie place, et je le dis sans être ingénieur, justement, avec beaucoup de modestie. Et ce que je peux vous citer comme exemple vu aux États-Unis, c'est quelqu'un d'une agence américaine qui me disait, dans les années 2000, on avait des Français qui occupaient toutes les places de choix dans les grandes banques d'affaires américaines, à Wall Street en particulier sur les produits dérivés, où vous aviez beaucoup d'X qui avaient fait derrière un débat d'El Karaoui, je crois, sur les produits dérivés. Et ce qu'il me disait aujourd'hui, c'est on vous voit très fort aussi sur l'intelligence artificielle, parce qu'à la fin de la journée, c'est un peu des maths. Et ça, je pense que c'est un atout, et je sais que non pas que le ministère, mais le gouvernement, via France 2030, via d'autres dispositifs, investit aussi massivement sur ce volet éducatif. Puis après, la chance qu'on a, c'est finalement ce lien de confiance qui peut se tisser assez vite. Là où aux États-Unis, nous, les startups ou ETI, selon, ont plus de mal à avoir des contacts directs avec des opérateurs, des utilisateurs pour comprendre les cas d'usage. Donc, il y a beaucoup de choses qui restent à un état très expérimental, là où finalement, on a réussi en France, me semble-t-il, sur nos sujets comme sur d'autres, hein, à aller beaucoup plus loin, et donc à faire des choses qui ont un niveau de TRL plus avancé. On parlait de TRL 9 tout à l'heure. Je ne saurais pas dire sur l'ensemble de nos sujets, mais on est à un niveau d'opérationnalisation qu'on n'aurait probablement pas pu atteindre aux États-Unis, compte tenu de la manière dont est structuré l'écosystème. Et donc, sans vouloir rivaliser sur les aspects budgétaires, je pense qu'en fait, je pense en pratique que l'équipe France a encore de beaux atouts pour tirer son épingle du jeu dans cette compétition internationale sur l'intelligence artificielle, qui, si l'on tire ce sujet, interroge sur beaucoup d'aspects. On parlait de ChatGPT tout à l'heure, et je vais finir par en faire le thème de la soirée, sans pour autant que ça soit notre activité. C'est cette apparence d'autorité dans les réponses qui sont fournies aux questions, alors même que le modèle est une boîte noire et qu'on n'a pas l'aspect explicabilité de certains développements. Là aussi, créer des enjeux sur qui aura in fine, en termes de puissance géopolitique, qui aura in fine la maîtrise de ce type de technologie. Et c'est là où je pense que les initiatives que vous avez évoquées, Mickaël, sont les bonnes. Il faut œuvrer ensemble, secteur civil comme étatique, pour aller encore plus loin sur ce domaine où on a quand même pas mal d'atouts. La réponse, elle est probablement au niveau européen aujourd'hui. Je pense qu'une grande partie des questions sur les volumes de données, sur la puissance de calcul nécessaire, ce sera une réponse probablement européenne, avec différents acteurs. On va terminer là-dessus. ChatGPT, bon, vous l'avez tous vu, je ne vais pas en faire la pub, mais je vais vous parler d'un autre projet. Et je suis prêt à parier que très peu de monde le connaît. Est-ce que vous connaissez le projet Bloom, B-L-O-O-M? Il y a beaucoup dans la salle qui en ont entendu parler. Bon, en général, je m'en doutais un peu, mais bon, il y a deux, trois personnes. Bloom, c'est un GPT-3. C'est un GPT-3 qui est très particulier. Il a été développé en France sur Jean Zay, donc le supercalculateur dédié à l'IA, qui est au CNRS. Il est sorti courant 2022. Donc avant qu'on parle de ChatGPT, ce modèle GPT-3, il est intéressant parce que les sources de données qui ont été utilisées pour l'entraîner sont ouvertes, elles sont stockées par le CNRS. Tout le monde peut aller les voir. On parlait de transparence tout à l'heure. Les approches algorithmiques qui sont derrière, donc je l'ai dit, hein, c'est un modèle à base de transformers. Il y a plusieurs versions du modèle qui ont été mis à disposition. C'est en open source, vous pouvez le télécharger. Il est multilingue, vraiment multilingue. Il n'est pas juste en anglais, j'ai mis une couche pour traiter quelques petits corpus à côté. C'est une approche très européenne dans ce sens-là. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a été porté aussi bien par du public que par du privé. Au départ, c'est deux startups qui sont derrière. Une qui s'appelle Hugging Face, qui a été fondée par des Français qui sont aujourd'hui à New York, et une autre qui s'appelle Lighton, qui n'est pas très loin, qui est dans le 13e arrondissement,
qui, chacun de leur côté, proposaient des développements de modèles type Transformers et avaient demandé à Gency des heures de calcul pour entraîner un nouveau modèle. Les 2 dossiers sont arrivés et on les a vus arriver. Je vous ai dit, le modèle publié en 2022, donc c'est des actions qu'on a menées en 2020. J'ai eu le temps après de les mettre en place. En interministériel, on s'est dit, là, il y a quelque chose à faire, mais plutôt que de voir 2 projets au niveau national concurrents, en faisant un seul projet et associons les équipes de recherche. Il y a 1000 chercheurs qui ont contribué à Bloom. Donc, je vous encourage à aller voir ça. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'il n'y a pas longtemps, j'étais à l'OTAN. Je vous le raconte, c'est une anecdote, mais ça fait toujours plaisir. Valérie a mentionné que je participais au groupe sur les technologies émergentes et disruptives. Je n'ai pas bien compris encore ce que c'était, mais je pense qu'un jour, je saurai vraiment ce que c'est qu'une technologie disruptive ou émergente. Lors d'un déjeuner, une collègue anglaise qui participe aux travaux dit un moment, les Français, vous avez fait un truc super. Pour un Brit qui vous dit ça, c'est quand même déjà sympa. On a regardé là ce que vous avez fait autour de Bloom, c'était vraiment ce qu'il fallait faire. À opposer au modèle type issu de chez Facebook, de chez Google ou de chez OpenAI. Pourquoi? Parce que ces modèles, vous pouvez, pour le coup, regarder quelles sont les sources de données qui ont été utilisées pour les entraîner. Vous pouvez les déployer sur vos infrastructures. Et vous n'êtes pas dépendant de ce que voudra bien vous mettre à disposition le tiers qui a développé la solution. Et si on prend ChatGPT, vous le faites tourner sur les infrastructures d'OpenAI. Donc, rassurez-vous, ils utilisent toutes les données, toutes les questions que vous posez au moteur pour entraîner le prochain. Il n'y a aucun doute là-dessus. Et d'ailleurs, la plupart des grands groupes internationaux ont déjà interdit d'utiliser, pour des raisons professionnelles, ChatGPT. Il n'y a plus que le grand public qui l'utilise, qui s'amuse très très bien d'ailleurs. C'est vraiment assez intéressant. Malgré tout, il y a une vraie question, et je terminerai là-dessus, sur cette course au gigantisme de ces modèles. Ce type de modèle, type de Transformers, le premier qui a un petit peu fait parler de lui, c'est BERT 2018, de l'ordre, alors il faudrait que je remette mes lunettes si je veux lire les chiffres, mais c'est de l'ordre de 300 millions de paramètres utilisés pour mettre au point ce modèle à base de Transformers, qui est celui qui marque un petit peu. Il y a eu des travaux avant sur les technos, mais BERT marque. À la même époque, vous avez des travaux au niveau français qui sont portés, vous allez voir les jeux de mots, Flaubert, Camembert, Pagnol, qui sont des moteurs français type équivalent jusqu'à GPT-2. Pagnol, c'est un GPT deuxième génération, porté par Lighton d'ailleurs, la société que j'ai mentionnée tout à l'heure. Bloom, GPT-3, sorti à l'été dernier, c'est de l'ordre de 175 milliards de paramètres. On ne joue plus tout à fait dans la même catégorie là. Je ferai un dernier parallèle là-dessus. Quand est sorti AlexNet, c'était un doctorant tout seul dans son labo. Il a utilisé son ordinateur de bureau avec une carte de jeu. D'accord. Bloom, c'est 1000 chercheurs, un supercalculateur de classe mondiale, utilisé pendant 6 mois, avec pas un GPU, mais des centaines de GPU. Ce qu'on pouvait faire en 2012 tout seul dans son coin, on ne peut plus le faire aujourd'hui sur ce type de travaux. D'où la remarque d'avoir à minima une team France, effectivement, de mutualiser nos efforts, aussi bien public que privé, civil que défense, c'est le premier niveau, et probablement l'échelon européen est indispensable. Sur les supercalculateurs, il y a une initiative qui a été prise au niveau européen qui s'appelle EuroHPC, qui vise à équiper l'Europe de 2 supercalculateurs de classe hexaflopique. Donc, ce qui se fera de mieux, d'avoir 2 supercalculateurs de cette classe-là pour toute l'Europe. Parce qu'aujourd'hui, on ne voit pas qui pourrait raisonnablement, au niveau d'un État européen, maintenir tout seul ce type de supercalculateur dans la durée. Et la France est candidate pour accueillir un des 2 supercalculateurs aujourd'hui. Voilà, je terminerai là-dessus, mais il y a vraiment cette dimension aujourd'hui, on change d'échelle. Je peux prendre des questions du coup. Il y a des informations?
C'est un risque majeur aujourd'hui. Un modèle comme ChatGPT, vous pouvez vous amuser avec, c'est super sympa. Demain, vous êtes une société concurrente de préligence. Vous savez qu'ils vont probablement débarquer sur un marché que vous visiez. Vous faites fuiter sur Internet de façon massive plein de petits messages, Twitter, Facebook et ainsi de suite, qui mettent en cause la société pour des détournements de fonds, je ne sais pas ce que vous avez pu faire, vendre des pizzas, peu importe. Mais le problème, c'est qu'on n'aura pas le temps de réagir. Parce que si c'est fait de façon massive, et ces outils vous permettent de le faire de façon massive, vous n'aurez pas le temps de réagir. Et quand vous pourrez réagir, de toute façon, le mal sera fait. On leur a dit non, mais finalement, ils sont trop sulfureux. Moi, jamais je donnerai mon contrat. Et puis, je le donne à l'autre boîte qui voulait vraiment aussi ce contrat. Voilà, vous pouvez l'avoir dans un contexte plus opérationnel. On a des militaires déployés dans le cadre d'une opération à l'étranger et des campagnes de désinformation organisées dans le pays contre les armées françaises. On l'a vu par le passé, ça arrive régulièrement. Le Mali, les armées cherchaient de l'or. Bon, ben, ça peut paraître hallucinant que ce type de message puisse prendre, mais il prend. Et après, vous avez une réaction des populations civiles qui est hostile parce que vous venez leur piquer l'or. Donc, la désinformation, je pense que c'est un enjeu majeur aujourd'hui. Effectivement, il y a les papiers de Nature qui parlent aussi dans le drug design. Ben, évidemment, on peut découvrir de nouveaux principes actifs qui donneront des médicaments, mais on peut aussi développer de nouvelles toxines, probablement. Ouais. Et une technologie, en soi, c'est l'usage qu'on va choisir d'en faire qui va décider si elle est positive ou négative. Au niveau européen, alors là, je laisserai l'avocat qui connaîtra beaucoup mieux que moi ces sujets-là, mais il y a un projet de règlement sur l'IA qui est en train d'être porté justement pour s'assurer que les développements qui seront faits en Europe, pour s'assurer que les produits qui seront commercialisés en Europe respectent un certain nombre de principes, dont la transparence sur les données, dont le fait de dire que le risque associé, il va être sur une échelle inacceptable. Vous atteignez le citoyen européen dans ses droits fondamentaux. Ça, c'est complètement inacceptable en Europe. C'est aussi des risques élevés, des risques à l'environnement, des risques à la personne. C'est l'exemple du véhicule automobile. Donc, l'encadrement sera très fort sur ce type de développement. Et puis, des applications sans risque ou à risque modéré. Je ne veux pas être méchant, mais quand une plateforme vous recommande un film le soir, si vous êtes déçu, bah, vous avez passé une mauvaise soirée, ce n'est pas très grave. Donc, évidemment, il y a cette notion de risque qui est prise en compte dans les développements qui seront autorisés en Europe et des conditions dans lesquelles vous pourrez le faire. Et ça s'appliquera aussi aux solutions que d'autres partenaires voudraient commercialiser en Europe. Et ça, c'est très, très fort. Je pense que c'est dans la suite du RGPD et c'est une réponse, bien sûr. Elle n'est pas unique. Il faut aussi, pour nous, se préparer et étudier ce qu'il se passe pour anticiper les menaces futures. Je ne sais pas si tu voulais rajouter un peu. Si, peut-être deux petits points. Il y a effectivement la proposition de règlement européen pour l'IA qui vise à apporter, en tout cas, sur sollicitation du Conseil européen, il y a une vraie volonté de faire de l'Europe un territoire en avance qui devra assurer pour la protection des libertés individuelles des citoyens européens des modèles d'IA sûrs, fiables et éthiques. Et donc, c'est un règlement qui est en cours d'élaboration. Il prévoit d'ailleurs une exception pour les sujets défense, qui reste d'ailleurs à retravailler, mais ça va dans ce sens-là. Pour répondre sur la difficulté du double usage, c'est là où aujourd'hui il y a des discussions dans le cadre de l'arrangement de Wassenaar sur tout ce qui est réglementation des biens à double usage, justement pour aller vers plus de réglementation sur ce type de sujet. Et il peut aussi y avoir le choix. C'est des choses qu'on a pu connaître et qui se vivent également dans d'autres pays, d'un classement en matériel de guerre. Matériel de guerre, c'est pas forcément du hardware, c'est pas forcément des canons, des missiles, des bateaux. Ça peut être un algorithme. Et cet algorithme-là, dès lors qu'il a un classement, dès lors qu'il a un statut en contrôle des exportations, justement, ça évite ce type de dérive puisque il ne peut pas être commercialisé. En tout cas, c'est
c'est l'une des protections possibles, puisque là, vous avez une interdiction formelle. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qu'est le contrôle export, parce qu'ici, il doit y avoir des grands spécialistes, mais vous avez une interdiction formelle de le commercialiser, sauf à avoir une autorisation en CMG dans des équivalents à l'étranger. Donc, la régulation de l'IA, c'est quelque chose de très important. À la fois sur des plans éthiques, parce qu'on voit bien que si on tire ce sujet-là, pas mal de questions peuvent se poser, mais également sur le plan de qui a demain la capacité, l'autorisation d'utiliser un certain nombre de technologies qui, effectivement, peuvent avoir des conséquences très dommageables. On va prendre les quelques questions à distance et après on vous passera la parole. Donc, je vais faire un groupe de questions. Il y a plusieurs questions autour du budget alloué à l'intelligence artificielle en France. Comment se compare-t-on aux autres pays, aussi bien sur l'aspect intelligence artificielle que sur l'aspect supercalculateur? Et puis, une dernière question aussi qui est autour de l'usage de l'intelligence artificielle aujourd'hui sur les théâtres. Ouais. Pour répondre un peu sur le positionnement des budgets, mais du positionnement au niveau national, la stratégie IA qui avait été annoncée par le président de la République en 2018, c'était environ 1,5 milliard d'euros, tout confondu. Le ministère des Armées sur la LPM actuelle, c'est environ 100 millions d'euros par an. Voilà pour donner quelques chiffres. Sur la partie supercalculateur, on est très bien classé au niveau français et européen. Il y a un classement international qui existe, qui s'appelle le Top 500, qui réunit les 500 plus grosses machines qui acceptent de participer à la compétition. Je le précise quand même, c'est qu'il peut y avoir des supercalculateurs qui ne sont pas dans ce classement. Mais la France a toujours été, et l'Europe a toujours été très très bien classée, notamment grâce au CEA, qui est très souvent un supercalculateur dans le top 10 mondial. On se prépare pour les prochaines grandes échéances, je l'ai mentionné avec EuroHPC. Là, c'est 2 projets qui sont soutenus par l'Europe. Les investissements ne sont pas tout à fait connus, ça dépend ce qu'on intègre là-dedans, mais un supercalculateur de cette classe-là, sur 5 ans, on estime que ça sera entre 300 et 500 millions d'euros de coût. Voilà, c'est pour donner des ordres de grandeur. Donc, vous voyez pourquoi c'est difficilement accessible. Aujourd'hui, je vois mal Préligence s'offrir un supercalculateur Exascale pour ses propres besoins. Tant mieux, peut-être que vous pourrez à un moment, mais on est vraiment dans une dimension qui est extrêmement large. Et puis, la deuxième partie de la question, c'était les applications l'usage sur les théâtres et puis le positionnement international. Alors moi, je rajouterais… positionnement international, j'y ai répondu un petit peu. Oui, mais t'as pas… J'aimerais bien que tu nous dises quelques mots sur le positionnement par rapport à la Chine. Par rapport à la Chine. Alors, je vais reprendre ce que je viens de dire tout à l'heure. C'est que le top 500, c'est un classement où vous participez de façon volontaire. Pendant très longtemps, les Chinois participaient et ils étaient régulièrement premiers. Ce qui a commencé à énerver un petit peu nos amis américains qui trustaient ce classement depuis très très longtemps. Ça ne les dérangeait pas quand de temps en temps, il y avait un supercalculateur japonais ou européen qui était très bien classé, mais que ça soit systématiquement pendant plusieurs classements les Chinois, ça a commencé à énerver un peu le monde, surtout que c'était avec la techno américaine, c'était des GPU NVIDIA. Donc, ça a commencé à énerver. Donc, vous avez vu qu'il y a eu quand même pas mal de restrictions sur l'export des technologies américaines vers la Chine. La Chine a développé ses propres programmes de processeurs et aujourd'hui ne participe plus à ces classements. On ne la voit plus, on se doute, grosso modo, de ce qu'ils sont capables de faire aujourd'hui, mais on n'en a pas une valeur mesurable comme le top 500 l'est. Donc, voilà pour répondre sur la partie chinoise. Aujourd'hui, elle refuse de participer à ces classements. Sur la partie application, Laurence, Préligence, c'est un très bon exemple. C'est aussi du maintien en condition opérationnelle. C'est des traitements, on l'a évoqué, pour la santé, de plus en plus. C'est un cas d'usage d'Artemis d'ailleurs. La santé, voilà quelques-uns.
je pense en avoir évoqué d'autres. Il y a la situation spatiale, par exemple, où on travaille beaucoup. On a fait un appel à projet en 2021 pour soutenir des startups, pour s'intéresser avec le commandement de l'espace, à la problématique de la surveillance de l'espace, avec reconstruction de trajectoire, identification du type de satellite qu'on peut observer depuis le sol, des applications comme ça. Je sais pas si tu peux... Il y a une tribune dans les Échos hier qui s'appelait l'IA, la course aux armements est lancée. Et il donnait 100 milliards d'investissements sur l'IA par la Chine d'ici 2030 et 30 milliards par an par les États-Unis, Pentagone en tête, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est des ordres de grandeur où j'imagine pas que l'État français, alors peut-être l'Europe, puisse rivaliser, mais il va falloir être plus efficace, quoi. Et ça, je pense objectivement qu'on est capable de le faire. Sur la Chine, à relativiser, encore une fois, je ne vais pas parler au nom de l'intelligence, mais plus à titre personnel, j'ai un doute sur est-ce qu'on doit prendre des chiffres annoncés par la Chine ou par les Américains pour la Chine comme acquis. Toujours est-il qu'effectivement, c'est comme pour les supercalculateurs. Dans nos domaines, on a de temps en temps des séminaires ou des moments où on va se retrouver toutes boîtes confondues sur des solutions d'IA dans des salons ou autres, en particulier organisés aux États-Unis. On n'a jamais vu un Chinois, de la même manière qu'on n'a jamais vu un Russe. Donc on voit à peu près ce que font les Américains, on voit ce que font les Israéliens, on voit ce que font quelques pays européens. Et aujourd'hui, nous, c'est un grand trou noir que de se dire où en sont-ils. Parce que ce dont je me souviens, je crois que c'était en 2021, c'était le secrétaire d'État à la Défense aux États-Unis, Lloyd Austin, qui disait que les dirigeants chinois avaient ouvertement déclaré vouloir dominer le monde de l'IA. Et donc, c'est effectivement une menace. Ouais. Il y avait une déclaration fameuse de Poutine aussi, hein. Il était dans ce sens-là. Le maître de l'IA sera le maître du monde, littéralement. Et au niveau chinois, très clairement, c'est affiché. Depuis 2018, c'est une priorité nationale pour la Chine. On va maintenant prendre des questions en salle. La question, c'est est-ce que vous pourriez faire une définition un peu plus précise de l'IA? Non, mais là, on rentre dans un débat d'experts. Mais effectivement, je vous ai rappelé, la définition de Dartmouth, ce n'est pas la mienne, hein, c'est celle de la littérature. Ensuite, j'ai mentionné le document de la DGA sur la qualification et la spécification, où on rentre beaucoup plus dans les détails de ce qu'on peut appeler l'IA. Mais oui, il fait 200 pages, j'ai du mal à le résumer. Bon, pour le coup, on rentre dans le métier de la DGA, quoi. Mais oui, évidemment, je suis d'accord avec vous que ce qu'on en a dit ce soir, c'est que les implications technologiques, je n'ai pas parlé de la recherche fondamentale qui est derrière, je n'ai pas parlé d'un ensemble d'applications qui pourraient découler de tout ça. La France, pour le coup, reste un terreau extrêmement fertile de la recherche en intelligence artificielle. On l'a évoqué tout à l'heure, hein, mais on oublie souvent que Yann LeCun, c'est d'abord un Français, il s'appelle Lequin et il est breton. Il a beau travailler chez Facebook, on l'a fait venir à la DGA. Son frère Bertrand, LeCun aussi, parce qu'il travaille chez Google, mais c'était un de mes collègues à Versailles quand on était maître de confort en même temps. Moi, j'ai mal tourné, je suis parti du côté des armées, lui a très mal tourné, est parti chez Google. Mais voilà, il y a quand même effectivement un savoir-faire en France, grâce à l'école de mathématiques, hein, qui est toujours avéré. Merci. Il y a une autre question au fond et il y a des questions aussi en ligne. Merci beaucoup. 2 questions rapides. La première, à quel niveau de maturité on se situe au niveau des algorithmes, machine learning, etc., pour tout ce qui est quantique et supercalculateur quantique? Et deuxième question, GPT-3, c'est aussi du reinforcement learning. Donc, on a eu la phase machine learning, deep learning, reinforcement learning. Pour vous, c'est quoi le prochain grand domaine qui pourrait monter? Je vous remercie. Je prends la première partie, le quantique. Niveau de maturité, on est au niveau de la recherche. Je pense qu'aujourd'hui, le problème, c'est qu'on ne sait pas quand ça va déboucher. Ça va déboucher. On en est convaincu. Il n'y a pas de verrou scientifique ou technique qu'on ne saurait pas, d'un point de vue théorique, résoudre aujourd'hui.
c'est une question d'investissement et de temps. Là aussi, il y a des investissements qui sont massifs aujourd'hui sur ces technologies. Il y aura probablement une phase de déception, hein. Vous savez très bien qu'on a une phase de... Là, on est en plein dans la croissance, le quantique, c'est le sujet. Probablement, derrière, ça va retomber, mais ça reprendra parce qu'il y a des fondements. Donc, c'est une vraie question de quand l'ordinateur quantique arrivera, quelle techno sera utilisée, hein, puisqu'il y a plusieurs technos, et est-ce que ça répondra à des cas d'usage réels? C'est-à-dire la suprématie quantique aujourd'hui, c'est très bien, mais c'est pour des choses qui sont complètement inutiles. Donc, bon, ok, mais est-ce que ça servira? On verra. Mais il y a vraiment des cas d'usage où on pense que ça peut avoir du sens. Je sais que c'est le cas pour de grands industriels qui regardent déjà, hein. Je pense à Thales, qui fait beaucoup d'études en ce moment sur les cas d'usage quantique, mais je pense à d'autres aussi. Vous pouvez voir dans la EDF, qui s'intéresse beaucoup à ces questions-là pour la sûreté de fonctionnement. Donc, vous voyez qu'il y aura des cas d'usage derrière. Quand l'ordinateur arrivera, ça, je ne sais pas vous répondre. Il arrivera. Voilà. Et la deuxième partie, tu veux peut-être... Je vais te faire réagir sur le quantique et je te laisserai le reinforcement learning. Sur le quantique, on s'y intéresse également, on se pose les mêmes questions que vous. En réalité. Où ça en est, c'est le cas dans la cyber, on nous parle de la cyber post-quantique, on nous a expliqué aussi que pour l'intelligence artificielle, ça pourrait être une rupture majeure. Donc, on s'est rapproché de sociétés, parfois soutenues par le ministère d'ailleurs, qui sont positionnées comme relativement en avance sur ces sujets-là. Aujourd'hui, on a la même difficulté, c'est le cas d'usage. Sans décrire les cas d'usage de nos clients, on peut se retrouver nous dans des situations où la puissance de calcul aujourd'hui, le hardware est assez limitant et on se dit là où on a des détections au bout d'1h30, 4 heures ou 5 heures, si on pouvait l'avoir dans la milliseconde, ça apporterait un gain opérationnel majeur. Et en l'état, quand on discute de ça avec les spécialistes du quantique, ils nous disent non, c'est pas du tout pour faire ça le quantique. Le quantique, c'est pour réduire si vous avez quelque chose qui prend 2 à 3 ans de calcul. Et donc ça, aujourd'hui, on n'a pas l'application pour ça. Si on faisait ça, on aurait un problème avec nos clients, c'est certain. Et donc, on cherche, on ne sait pas du tout quand est-ce que l'ordinateur arrivera, mais c'est un sujet qu'on ne peut pas ignorer. Et il y en a d'autres, hein, parce c'est ce que j'entends moi des équipes recherche en interne, ça arrivera, quoi. Alors, sur la prochaine techno, je ne sais pas répondre, mais quand même, quelques éléments. On parle d'apprentissage par renforcement. L'apprentissage par renforcement ne vient pas s'opposer au deep learning, il vient en complément. Le premier exemple retentissant, j'ai mentionné AlexNet, ça c'est le deep learning, c'est je cherche à identifier un objet dans une image, c'est 2012. Le renforcement, l'apprentissage par renforcement, l'exemple retentissant, c'est AlphaGo. C'est la première fois où le champion du monde de Go a perdu contre un ordinateur, ce qu'on pensait encore inaccessible. Qu'est-ce que c'est que le renforcement? C'est tout simplement de dire je mets un système de récompense, je fais tourner mon algo, il trouve la bonne réponse, je lui donne un bon point. Je le fais tourner, il donne une mauvaise réponse, je lui donne un mauvais point. Et dit comme ça, c'est tout con. Mais en réalité, comme ce sont des ordinateurs, vous les faites jouer contre eux-mêmes. Et pour AlphaGo, c'est ce qu'ils ont fait. D'abord, il y a une phase très classique, type presque deep learning, pas tout à fait, mais le jeu de Go, vous pouvez en avoir une vue complète, ça c'est un point important, du dessus, comme une photo, où vous voyez les pions positionnés blancs et noirs. La première phase d'entraînement, c'est typiquement les approches que tu as mentionnées, c'est je vais montrer de bons exemples. Donc là, je suis dans une phase d'apprentissage supervisé. Donc j'explique, je montre des parties de maître, ça c'est très facile, j'en ai plein, elles sont documentées, c'est comme aux échecs. Je montre tout ça. J'obtiens un premier système qui n'était pas mauvais. Quand je dis pas mauvais, c'est-à-dire que moi qui ne sais pas jouer au Go, je battais un plat de couture, mais même un champion de niveau régional était battu par ces approches-là. Mais on n'était pas encore sur les grands maîtres. Ce qui a permis de battre les grands maîtres, c'est qu'une fois que ce premier entraînement a été réalisé, les gens de chez AlphaGo, ils ont eu une idée géniale. Ils ont dit, je prends une instance A de mon jeu, je le fais jouer contre une instance B. Je ne sais pas qui va gagner, si c'est A ou c'est B, mais peu importe. Dans tous les cas, il y en a un des deux qui gagne. Et donc lui,
Je lui dis, toi, tu as bien joué. Et je lui dis à l'autre, tu as mal joué. Donc, c'est mon moteur globalement qui a gagné. L'avantage, c'est que je n'ai pas besoin d'un humain et qu'une partie qui peut durer quelques heures dans la vraie vie dure un quart de seconde quand c'est 2 ordinateurs qui jouent entre eux. Donc, il a joué un nombre de parties extrêmement grand et il a appris par lui-même, par un système de récompense. C'est ce qu'on voit aujourd'hui sur ChatGPT. ChatGPT, c'est un GPT-3, là, donc une technologie à base de transformers avec un apprentissage complètement supervisé, c'est-à-dire je montre Wikipédia je lui dis nourris-toi de Wikipédia parce que c'est une source de qualité. Je te montre Twitter, je ne sais pas dire si c'est une source de qualité, mais ce n'est pas grave. Et puis avec ça, tu vas pouvoir écrire du texte. Et ça marche plutôt bien. Ça, c'est GPT. Ensuite, pour écrire un moteur conversationnel, c'est ça, ChatGPT, comment ils ont fait? Ils ont utilisé le renforcement. Donc, comment? Là, pour le coup, ils ont pris des humains, hein, plein d'humains. Ils ont payé plein de gens à travers le monde pour poser des questions au système et ils obtenaient une réponse. Non, ce n'est pas la bonne réponse. Donc, je lui donne un mauvais point et je lui donne aussi un bon point quand il a bien répondu. C'est ça qui a permis l'arrivée de ChatGPT. Ça coûte très, très cher. Alors, les prochaines évolutions, je ne sais pas. Il y en a une qui me paraît quand même essentielle aujourd'hui, en tout cas pour nous, c'est toute la problématique des données synthétiques, c'est-à-dire apprendre de façon frugale, apprendre sans avoir accès à tout un tas de données, sans avoir à nettoyer Twitter intégralement pour pouvoir répondre à une question basique de chez basique. C'est aussi pouvoir apprendre à reconnaître des objets qu'on n'a pas encore vus parce qu'ils n'existent pas forcément, mais qu'on sait qu'ils vont arriver. Est-ce qu'on peut s'entraîner sur de la donnée générée de façon complètement synthétique? Et ces moteurs-là, comme Wall-E, qui est un autre moteur de OpenAI, permettent de générer de la donnée à partir de la description. Et on pourrait se dire que une étape prochaine, ce sera de générer de la donnée pour de l'apprentissage qui pourra être utilisé avec toutes les techniques qu'on connaît. Quelques apports ou questions à distance. Donc, il y en a 2 qui tournent autour d'une autorité aux mines qui certifierait qu'un modèle est de confiance, voire éthique. Alors, c'est la même personne qui dit il y a de renforcement, attention aux biais générés suivant les cas particuliers de récompense. Comment contrôle-t-on les dérives? Qui valide? Quelle est l'autorité de validation et de contrôle? Et une question beaucoup plus précise quelque part, à quel horizon on envisagera un outil d'aide à la décision tactique type CICES pour l'armée de terre avec stockage via Artemis ou une autre solution? Donc là, c'est très, très précis. Et un apport, bonjour Christophe, contente de voir que tu es en ligne. Prochaines évolutions majeures probables de l'IA. Petit 1, l'IA par renforcement, on vient d'en parler. Petit 2, l'IA évolutive. Petit 3, l'IA basée sur les connaissances. Petit 4, l'IA embarquée. 5, modèle d'IA sans code. Et 6, une IA plus éco-responsable. Comment vous réagissez à tout ça? C'est tout pour moi. L'IA sans code, c'est un vrai sujet. Il y a de plus en plus de plateformes qui sont ouvertes pour effectivement ne pas programmer explicitement. Il y a pas mal de plateformes qui se développent là-dessus avec des succès plus ou moins importants. C'est vrai. Il y a quelques années, il y avait eu un article dans Wired qui disait « Aujourd'hui, on apprend aux enfants à programmer. Demain, il faudra qu'on leur apprenne à apprendre à des machines. » C'est un peu vers quoi on tend, c'est-à-dire que la programmation comme on la connaît va probablement avoir une part moins importante quand on en a un usage métier. Il y aura toujours une partie recherche avec des mathématiciens, avec des informaticiens, avec des numériciens qui vont développer les technos qui sont sous-jacentes. Mais l'IA sans code, oui, probablement que c'est quelque chose à renforcer, enfin qui va continuer à se renforcer dans les prochaines années. D'ailleurs, si vous regardez, ChatGPT génère du code informatique. Vous pouvez lui demander, pour faire un site web, c'est pas mal. Hein. Donc, ça montre bien que le code, comme on le connaît, évidemment, ça ne sera plus aussi courant à l'avenir. Après, sur les programmes, quand ça va arriver,
Là, c'est une question qui n'est pas facile, parce que ça dépend ce qu'on y place. J'ai parlé tout à l'heure du combat collaboratif. Le programme Scorpion est déjà en train de travailler sur des solutions pour identifier des départs de coups de feu avec des approches IA qui seront très vite opérationnelles. Probablement que dans la prochaine NPM, il y aura du tir au-delà de la vue aussi qui sera développé. Les marins réfléchissent aussi à avoir de la veille collaborative sur leur frégate de premier rang, et ça arrivera relativement vite. Voilà. Donc, il y aura des applications très concrètes sur les grands systèmes de défense très vite. Sans parler, j'ai parlé d'Artemis, mais Artemis, c'est opérationnel cette année, au bénéfice de la DRM. Donc voilà, il y a des résultats extrêmement concrets. La question de l'autorité de qualification pour le ministère des Armées, c'est la DGA. La question est assez simple. Est-ce que c'est simple à faire? Non, c'est pour ça qu'on travaille, qu'il y a ce guide de spécification et de qualification, qu'il y a de nombreux travaux, qu'on sollicite d'ailleurs nos partenaires. Hein, je vous ai dit tout à l'heure, j'ai mentionné l'INRIA pour valider quelque part, nous faire un rétexte sur le guide de développement logiciel d'Artemis. J'ai mentionné aussi le CEA qui est impliqué, entre autres, dans le grand défi national IA de confiance, pour nous aider sur cette phase de qualification par rapport à ce qu'on a déjà mis en place. Donc, mais l'autorité pour le ministère des Armées, c'est la DGA. Après, il y aura les travaux qui sont portés au niveau européen, mais qui s'appliquent d'abord au monde civil. Mais évidemment, on est sur des technologies duales. Donc, tout le corpus normatif qui pourra être produit par le civil, en termes de normes ISO, une grande partie, on le reprendra au titre du ministère des Armées. Il y a des parties qu'on ne reprendra pas. Typiquement, s'il faut partager la donnée opérationnelle en temps réel pour des questions de confiance, on ne respectera pas cette partie de la norme. Mais pour de bonnes raisons. Mais sinon, sur toute la partie définition pratique que l'on trouve pertinente dans le contexte, on le reprendra. Peut-être juste un mot sur, alors très court. En fait, la DGA fait ce travail-là, c'est-à-dire qu'on a très régulièrement des évaluations de niveau de performance sur des corpus de données qui ont été élaborés sur nos sujets, parfois par DGAMI. Il y a des choses qui ont été faites aussi par les services. Il y a le CEA également avec lequel on a travaillé sur un certain nombre de choses. Donc, c'est simplement pour couper court à une idée qui serait aujourd'hui, c'est fait de manière totalement libre. En fait, effectivement, il y a des jalons assez régulièrement pour s'assurer que ça apporte de la valeur, aussi pour améliorer un certain nombre de choses, mais pour s'assurer que c'est bien conforme à certaines spécifications. C'est ce que je voulais dire dans autorité technique. C'est le rôle de la DGA. Y compris sur des aspects éthiques. Alors, l'éthique, ce n'est pas un sujet technique. La partie technique, les Américains considèrent éthique by design. Ce n'est pas la position française, c'est l'emploi. L'emploi, c'est les forces. Donc, il y a un comité qui a été mis en place d'éthique qui conseille le ministre. Et c'est ce comité qui travaille sur les questions d'éthique. Nous, on s'assure que la techno répond à ce qu'on lui a demandé. Mais l'autorité d'emploi, ce n'est pas nous, c'est l'état-major. Et là, je pense que pour le coup, moi, je suis rassuré quand c'est les armées françaises. Ce qui coûte très cher actuellement, c'est la notation des données. Aussi la qualité des gens qui annotent les données. Alors, une donnée image, c'est extrêmement facile à faire annoter par un peu n'importe qui, mais il n'y a pas que des images. Et donc, dès qu'on commence à annoter des données un peu plus techniques, il faut une expertise. Cette expertise coûte très cher. Les experts que l'on a n'ont pas le temps de faire ce travail-là. Donc là, il y a un vrai point dur sur l'annotation des données. Et on peut réfléchir à les annoter par les opérationnels eux-mêmes, hein, en annotant par les données chaudes plutôt que les données froides. Voilà, donc comment vous adressez ce problème d'annotation des données, mais à grande échelle, et pour tout type de données, donc pas simplement pour les données images. Donc effectivement, l'annotation, c'est un point très dur, hein, vous l'avez noté. Les images, effectivement, vous pouvez faire des guides d'annotation, vous expliquer à quoi ressemble un MiG-29. Et avec un peu de formation, vous devriez trouver quelqu'un capable de le faire relativement vite.
Sur de la donnée très technique, je suis d'accord avec vous, vous allez avoir besoin d'experts de domaine, ce que je disais tout à l'heure. Je doute que la solution vienne des forces. En tout cas, nous, c'est les discussions qu'on a en ce moment, c'est parce que sur des volumes extrêmement importants, c'est tout un nouveau métier et c'est probablement aussi mobiliser énormément de ressources humaines que l'on comprend être, nous, sous contrainte. Il y a des domaines, pour en citer quelques-uns, on parlait de l'acoustique, le renseignement d'origine électromagnétique et autres. Vous avez déjà de tels problèmes pour avoir des opérateurs que de se dire que vous allez avoir des équipes entières côté mine-arme pour annoter. En tout cas, on essaye, nous, aujourd'hui, de réfléchir sur des plans, mais c'est là où, effectivement, il y a des technologies telles que les données synthétiques, la simulation, des choses où on s'oriente là-dessus, au-delà du fait d'avoir quelques experts, mais on n'en aura jamais suffisamment pour annoter des centaines de milliers, voire des millions d'observables, des millions de données. Et donc, c'est plus via nos équipes de recherche qu'on essaye de pallier à ce type de sujet, mais vous avez raison de le souligner. On parlait du triptyque sur l'IA, la donnée, c'est quelque chose de critique. Il faut de la donnée qualifiée pour l'apprentissage, et pour la qualifier, il faut l'annoter. Cette annotation, c'est un énorme défi, au-delà du fait qu'il va falloir aussi, et je sais que vous travaillez là-dessus comme nous, c'est d'avoir des outils pour l'annotation de certaines données qui ne sont pas des plateformes d'annotation sur de la donnée que vous pourriez trouver dans le commerce. Les opérationnels réfléchissent quand même à la possibilité d'annoter au cours de la mission. Mais si on leur demande ça, c'est qu'ils ont une valeur ajoutée tout de suite. Sinon, c'est difficile de leur demander. Et on a des métiers qui sont extrêmement en tension, donc l'opérationnel n'a pas le temps de le faire. Malgré tout, j'ai cité le centre de service de la donnée marine, ils réfléchissent à faire ça en ce moment. Mais la donnée synthétique, c'est une autre piste. Et puis ensuite, c'est de mutualiser ces efforts. J'ai mentionné l'appel à manifestation d'intérêt qu'on avait fait l'année dernière. On mettait du temps d'opérationnel pour expliquer ce qui était recherché dans les annotations. Après, on compte aussi sur l'industriel pour s'appuyer sur ce que les experts ont dégagé comme temps pour démultiplier l'effort. Mais c'est une question qui est complexe, effectivement. Nukai, je reviendrai juste là-dessus. C'est vraiment un champion. Moi, je les connais, évidemment. Mais effectivement, je ne suis pas Google. Je ne peux pas faire la pub de Nukai comme Google le fait. Ça ne veut pas dire que nous, on ne les suit pas. Ça ne veut pas dire qu'on ne les soutient pas. Vous avez mentionné Gency. Ils ont utilisé beaucoup les moyens nationaux. Et c'est très bien. C'est fait pour ça. Et je pense que quand même, ils ont fait parler d'eux au niveau des experts. C'est peut-être pas au niveau du grand public. Mais ils sont bien connus maintenant. Je me demande même si on n'en a pas consacré un petit mot dans notre newsletter sur l'intelligence artificielle. Effectivement, c'est très chouette ce qu'ils ont fait, il me semble. Ouais. Merci. Alors, il y a la dernière question qui est en ligne et qu'il fallait poser. Quel est le contexte d'usage ou l'exploitation de l'IA dans le conflit en Ukraine? Je vais mentionner un point qui est accessible très facilement et qui mérite d'être souligné. C'est un logiciel qui s'appelle GIS for Art, donc Geographical Information System for Artillery. C'est, je trouve, un développement qui a été fait en cycle agile par les Ukrainiens, qui est extrêmement intéressant, qui permet d'avoir un soutien d'artillerie sur un temps très très court, de l'ordre de 2 minutes. Il y a eu un papier des Américains qui disait que c'est ce qu'ils étaient capables de faire au niveau de la Seconde Guerre mondiale. C'était un quart d'heure au Vietnam et c'était de l'ordre de 2 heures en Afghanistan. Et les Ukrainiens, là, par le développement agile du logiciel, alors ce ne sera peut-être pas forcément de l'IA, je vous rejoins là-dessus, c'est l'exploitation d'un ensemble de sources de données, d'une capacité à la traiter à travers les réseaux, permet de proposer une solution de soutien très très court. Je le dirais avec mes mots, c'est un genre de Uber de l'artillerie. C'est grosso modo, j'ai besoin d'un soutien qui est capable de frapper tel point. Et vous avez la réponse instantanément. Ouais, moi je prends la course. C'est terriblement efficace. Avec un problème, hein, qui qualifie le système, hein, pour le coup. Et puis, quelle est la responsabilité engagée de celui qui fait le tir? Parce que pour le coup, là, il n'y a pas de JTAC au sol et ainsi de suite pour valider tout ce qui se passe. Hein. C'est un contexte de guerre. Un mot chacun de conclusion.
Je pense que ce que je voudrais que vous reteniez, c'est que on a besoin du civil pour développer cette technologie, qu'aujourd'hui, le ministère des Armées est vraiment transparent sur ce qu'il fait. On publie régulièrement des rapports, je l'ai mentionné, il y a eu des discours. On partage avec la communauté scientifique, on soutient des recherches du monde civil. On le fait pour les startups et on le fait pour les grands groupes. On parlait de la notation des données. On a fait des choses plutôt tournées vers les startups avec cette AMI, FMV, ou vers les ETI, on va dire ça comme ça. Il y a aussi des accords avec Thales, par exemple, pour la notation des données des grands capteurs de Thales. Donc, on adresse l'ensemble du spectre. Et on est extrêmement ouvert aujourd'hui. On a une politique aussi volontariste au niveau international, que ce soit européen, et aussi des discussions avec nos grands alliés, évidemment, l'OTAN en ce moment, hein, beaucoup. Il y a beaucoup de travaux à l'OTAN et on les suit. Ce n'est pas toujours évident parce qu'on n'a pas forcément toute la disponibilité qu'on souhaiterait avoir. Mais on peut être... voilà, montrer qu'on est capable de faire des choses, on n'a pas à rougir. Je pense que dans la compétition internationale, on reste un acteur clé, aussi bien du civil que du monde de la défense. Et ces développements vont continuer, je pense. Effectivement, pour prolonger, notre conviction, c'est, pour reprendre un peu le terme de défi qui était attribué à cette conférence, c'est que c'est un défi que la France peut relever. Et la France au sens équipe France. Le ministère, conscient des différents sujets, tant côté DGA pour son expertise technique que côté force opérationnelle qui ont conscience des cas d'usage sur lesquels l'intelligence artificielle pourrait apporter de la valeur. Les grands industriels, monsieur Thalès tout à l'heure, mais il y en a d'autres, mais on a des leaders, des grands MOI sur les capteurs, sur le signal lui-même, qui devraient aussi, parce que tout ça est lié, vous n'allez pas pouvoir faire de l'intelligence artificielle sans vous appuyer sur cette expertise, qui peuvent apporter énormément aussi sur cet aspect-là. Des sociétés, Nuclei, Préligence, il y en a d'autres, qui ont cette capacité d'attraction des jeunes talents sortis de ces écoles et des écoles de mathématiques pour pouvoir faire des choses à l'état de l'art. Et que si on travaille tous ensemble avec ce même objectif, qui est de rester une sorte de, alors c'est un terme très hautain, nation cadre, mais en tout cas une forme de puissance sur ce sujet-là, c'était intéressant. Ce que j'ai lu hier dans la tribune, dans les Échos sur l'intelligence artificielle, il comparait ça à la période 54-1960 sur la dissuasion. C'est-à-dire à un moment donné, avec une France qui, sortie de la Seconde Guerre mondiale, s'interrogeait aussi beaucoup sur sa capacité à revenir dans le jeu des nations. Et cette décision qui est prise en 54 avec la bombe en 60, de revenir dans ce jeu-là. Et je pense aussi que sur l'intelligence artificielle, on parle beaucoup des Américains, on parle beaucoup des Chinois, mais ce que nous, à notre modeste niveau, on peut observer, c'est, comme l'a très bien dit Mickaël, on n'a pas à rougir de ce qu'on a réussi à faire jusqu'ici, et je pense qu'on peut encore faire beaucoup en collaborant tous ensemble. Alors, je serai très bref pour faire cette farewell adresse. Moi, je crois que ce que je retiendrai dans ce que vous avez exposé, c'est le dernier mot de cette conférence qui a été la collaboration. On a une Team France, une Team Europe avec des moyens puissants, on peut dire, même s'ils sont plus modestes que d'autres. Et en fait, le grand secret, c'est la capacité à travailler ensemble, la capacité à engager les utilisateurs, à comprendre aussi qu'il y a un investissement côté utilisateur, quelque chose qu'on a souvent tendance à sous-estimer. Et je crois que vous nous avez offert aujourd'hui une conférence et un partage, plus qu'une conférence, un partage, et vous avez soulevé le coin du voile de ce qui se cache derrière les défis de l'IA dans la défense, tout ce qu'on n'exprime pas forcément à travers une conférence académique traditionnelle. Donc, un grand merci pour vous, pour votre ouverture et votre franchise dans la réponse aux questions. Un grand merci aussi à notre audience en salle et à distance. Le mois prochain, 18 avril, ce sera le programme SCAF. Merci à tous.